Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce dimanche 27 mai. Voici les titres. Ce 27 mai est un jour spécial pour toutes les mamans. Elles sont célébrées à travers le monde. Ici en Côte d'Ivoire, la fête des mères n'est pas passée sous silence. Les grandes surfaces notamment ont été investies pour l'achat de cadeaux à offrir aux mamans. Nous sillonnerons quelques commerces. Dans ce 20h également, nous irons à la découverte de la ville de Busan, en Corée du Sud, qui vient d'abriter les assemblées annuelles de la BAD. La deuxième ville sud-coréenne est un pôle économique et touristique. Busan, c'est la ville aux 1000 montagnes que nous visiterons tout à l'heure. La Hongrie ouvre son consulat honoraire à Abidjan. Sa mission va s'étendre au développement des relations économiques et commerciales entre les deux nations. L'ouverture de ce consulat marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Hongrie. Pierre Bellemare, journaliste, écrivain, animateur de l'émission Les Enquêtes Impossibles, est décédé hier samedi à l'âge de 88 ans. Et cela paraît difficile à croire, mais cela est vrai. Ainsi parlait Pierre Bellemare. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ce dimanche 27 mai est un jour spécial pour toutes les mamans. Elles sont célébrées à travers le monde. Ici en Côte d'Ivoire, la fête des mères n'est pas passée sous silence. C'est l'occasion de leur offrir des cadeaux. Et bien ce week-end, les grandes surfaces notamment ont été investies. Le but recherché, de montrer son affection aux mamans. Guy Rogengue-San, Michel Digré pour le reportage. Ma maman, pour moi, c'est une personne très importante. Elle est toujours là pour moi. C'est une personne très spéciale. Maman se débrouille pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on ait une bonne éducation, pour tout. Des enfants qui expriment leur amour, une maman qui se sent comblée, une scène de tendresse, c'est cela la fête des mères. En ce jour, l'occasion est donnée de vivre ou de revivre une communion mère-enfant. Oh, je suis contente, ça me va droit au cœur. Disons que c'est ma prière, je veux toujours donner le meilleur de moi-même à mes enfants, leur inculquer des valeurs. Et si aujourd'hui je suis spéciale pour eux, vraiment ça me va droit au cœur. Et pour rendre hommage à celle qui donne la vie, quoi de plus significatif qu'un présent? Dans les rayons de quelques grandes surfaces visitées, les retardataires s'activent pour trouver le cadeau idéal. Les articles à offrir varient d'une personne à une autre, n'empêche qu'ils ont la même signification. Nous sommes sortis malgré la pluie pour essayer de faire plaisir à nos mamans, c'est-à-dire acheter des cadeaux symboliques pour juste leur dire que nous les aimons, nous sommes avec elles, nous voulons aujourd'hui les magnifier, les fêter. Pour Konesita, mère de 4 enfants, recevoir un cadeau rappelle de beaux souvenirs et valorise la mère. On se retrouve un peu comme au jour de l'accouchement. Les premières émotions qu'aucune mère ressent lorsqu'elle vient de donner vie à un enfant, ce sont ces émotions-là qu'on ressent. On se rappelle qu'on a de la valeur et que les enfants s'en souviennent. Ça nous amène à oublier toutes les difficultés liées à l'éducation d'un enfant. Et ça nous rappelle également que notre mission est grande et que les enfants ont vraiment besoin de nous. Nous aussi, nous avons besoin de nos enfants. Les magasins et grandes surfaces connaissent une affluence et font de bonnes affaires. Nous constatons que le magasin est plein, que les Ivoiriens sont vraiment engagés pour cette fête-là. C'est ce que nous constatons. Vous remarquez avec moi que les clients sont là, les caissières sont débordées et véritablement ça nous fait plaisir. Un seul dimanche ne suffira certainement pas pour célébrer les mères au regard de ce qu'elles font au quotidien pour la famille. Mais dans 3 semaines, un autre pilier de la cellule familiale sera à l'honneur dans l'espoir d'une fête des pères tout aussi conviviale. L'ambiance était festive en ce jour dédié à toutes les mamans. Les mères ont été honorées dans plusieurs localités. Voyons les étapes de Yopougon, Port-Boué et Koumassi avec nos différents reporters. La mère, celle qui donne la vie. Normal qu'une journée lui soit dédiée. À Koumassi, c'est une semaine de festivités qui lui est consacrée pour ses bienfaits. À notre égard, concours culinaire, karaoké, visite surprise et concours Belle Maman. C'est le programme concocté par le sénateur maire Yapine Doiremont et son équipe pour les mamans de la commune. Réjouissance, convivialité, partage, les mères n'ont pas boudé leur plaisir. Elles étaient présentes à toutes les étapes.
jusqu'au dimanche 27 mai, où au nombre de 5 000 environ, elles ont reçu des cadeaux de la part des premiers responsables de la commune. À noter, la semaine de la mère a commencé à débuter en 2001 avec 1000 Journée de reconnaissance et d'hommage aux mères. Les mamans de la commune de Port-Bouët ne sont pas restées en marge de cette célébration de la fête des mères. Elles ont été honorées par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, par ailleurs délégué communal du PDCI RDA à Port-Bouët. Ces femmes ont reçu de nombreux présents, notamment 10 000 pagnottes distribués avec une importante enveloppe à l'appui. Le ministre Siandou Fofana a également invité les femmes de la commune de Port-Bouët à jouer pleinement avec responsabilité et dévouement leur rôle de pilier de la société. Plus de 3 000 pagnes offerts aux femmes de Yopougon-Kouté à l'occasion de la fête des mères. Un geste du président du club des amis Yobou Frank pour féliciter et remercier les femmes pour leur rôle important dans la société, plus particulièrement leur contribution dans l'éducation des enfants. Yobou Frank a invité les femmes à s'engager dans l'entrepreneuriat afin d'être autonomes et pouvoir mieux s'occuper de leur famille. Cette célébration de la fête des mères à Yopougon-Kouté a vu la présence du sénateur de la région de Gbeke, Alain Kokotré. Voilà, je vous invite maintenant à la découverte de la ville de Busan. C'est en Corée du Sud. Cette ville vient d'abriter les assemblées annuelles de la BAD. La deuxième ville sud-coréenne est un pôle économique et touristique stratégique pour le pays. Par la magie de l'image, visitons maintenant Busan, la ville aux 1000 montagnes, avec notre envoyé spécial, Cheikh Kone. Busan, ou encore la ville aux 1000 collines, est la deuxième grande ville de la Corée du Sud, avec une population estimée à 3,7 millions d'habitants. Située à 325 km de la capitale Séoul, au sud-est de la Corée, cette ville portuaire détient le plus grand port du pays, mais aussi le 5e grand port à conteneurs au monde. En quelques années, cette métropole est devenue le centre économique et industriel de la Corée. Depuis très longtemps, Busan est un très grand pôle économique de la Corée du Sud, grâce à son port. Il y a environ 1000 ans qu'il est connu comme tel, comme une ville portuaire. Et jusqu'à présent, cette activité portuaire se poursuit. C'est donc vous dire que cette ville représente beaucoup pour l'économie sud-coréenne. Busan est également célèbre pour ses sites touristiques comme sa plage Haeundae Habian, avec ses impressionnants châteaux de sable, ou encore son mythique pont Hwagan-daekyo, long de 7 km, appelé aussi le pont de diamant. Du Festival international du film de Busan, en passant par le Festival de la mer, au Festival des feux d'artifice, la ville de Busan accueille environ 8 millions de touristes chaque année, mais également des communautés africaines. C'est le cas de l'Ivoirien Thierry Boabi, qui a parcouru près de 13 500 km loin de sa terre natale, la Côte d'Ivoire, pour se retrouver dans cette partie du monde. C'est une ville calme et le coût de la vie est relativement supportable pour les étudiants. Le logement ici pour les étudiants est à moindre coût. Avec une somme de $250, tu peux avoir une chambre. Par contre, à Séoul, il faut la somme de 400 à $450 pour avoir une chambre, pour bien se loger en tant qu'étudiant ici en Corée du Sud. Arrivé il y a 4 ans dans cette ville, sans un mot de coréen, ce jeune Ivoirien a connu une intégration fulgurante dans ce pays. Aujourd'hui, en plus de son master en communication obtenu la veille de notre rencontre, il est assistant dans l'une des 20 universités que compte la ville. Busan, c'est la seule ville là où il ne neige pas ici en Corée du Sud. Et pour un jeune Africain qui n'a jamais eu l'expérience du froid, je pense que Busan est une ville quand même propice pour moi pour faire mes études supérieures. C'est la ville là où il y a beaucoup d'opportunités pour un étudiant. C'est une ville qui a joué un rôle très important pendant la guerre de Corée, et puisque plusieurs soldats des pays étrangers qui ont aidé la Corée ont débarqué donc, par le port de Busan. Donc aujourd'hui, la ville de Busan est une ville très importante, une ville touristique, une ville de réunion. Plusieurs réunions se sont tenues ici dans le passé. Pôle économique et culturel, la ville de Busan joue un rôle déterminant et stratégique dans le développement économique de la Corée du Sud, mais aussi un grand carrefour d'opportunités d'affaires pour d'éventuels investisseurs.
Un autre pays ami à la Côte d'Ivoire vient d'ouvrir son consulat honoraire à Abidjan. Il s'agit de la Hongrie. Sa mission va s'étendre au développement des relations économiques et commerciales entre les deux nations. L'ouverture officielle de ce consulat honoraire marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Hongrie. Abou Sanogo. Un toast en l'honneur du raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Hongrie et la Côte d'Ivoire. La Hongrie renforce sa présence en Afrique subsaharienne par l'ouverture de nouvelles missions diplomatiques et consulats honoraires. Girès Justin Tella est le tout nouveau consul honoraire de la Hongrie à Abidjan. Il aura pour mission de promouvoir ce pays en Côte d'Ivoire et de stimuler les relations économiques dans plusieurs secteurs d'activité. Nous pensons investir dans l'agriculture, la sécurité surtout. La Hongrie a des technologies qu'on peut amener. L'ambassadeur de la Hongrie en Côte d'Ivoire avec résidence au Ghana a relevé que son pays est disposé à favoriser et à approfondir ses liens diplomatiques existants avec la Côte d'Ivoire. La Hongrie, selon lui, a soif d'ouverture et de nouveaux partenaires dans tous les secteurs d'activité. Le secteur agroalimentaire, ça peut être un terrain où on peut voir une coopération. Il faut bien faire des développements d'infrastructures. Donc nous sommes prêts de monter des logements sociaux, des stades, des hôpitaux. Donc nous sommes prêts. La Côte d'Ivoire se félicite de l'ouverture d'un consulat honoraire de la Hongrie à Abidjan. Elle salue la nécessité de coopération entre les deux pays. Faire connaître les immenses potentialités ivoiriennes afin d'inciter les opérateurs hongrois à prendre part au programme national de développement 2016-2020. Envisager l'organisation d'une journée ivoirienne en Hongrie. Je voudrais aussi me féliciter de l'ouverture de ce consulat honoraire de Hongrie en Côte d'Ivoire et proposer en retour la création d'un consulat honoraire de Côte d'Ivoire en Hongrie. L'ouverture officielle du consulat honoraire de la Hongrie à Abidjan marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Hongrie. On s'intéresse à votre santé dans ce 20h. Le paludisme et la dengue sont mortels. Le ministère de la Santé, à travers l'Institut national d'hygiène publique, mène le combat contre ces maladies. La lutte est active. L'opération de démoustication qui est en cours depuis plusieurs semaines a pour objectif de détruire les gîtes lavaires et éliminer les moustiques en cette période de pluie. Ami Sissoko. Ces dégâts ne sont pas les seuls que les pluies diluviennes peuvent occasionner. Ces pluies pourraient être aussi à l'origine du développement de certaines maladies, telles que la dengue et le paludisme, causées par des piqûres de moustiques. Pendant la saison des pluies, il y a dans nos maisons, dans les lieux publics, des contenants qui vont accumuler de l'eau de petites quantités. Je donne l'exemple des pneus, je donne l'exemple des boîtes de conserve, l'exemple des petits pots de fleurs. Et c'est dans cette de petites quantités que le moustique vient souvent pour pondre ses œufs. Et quand il vient, il peut pondre facilement 200 œufs. Alors, c'est en perspective 200 moustiques qui vont sortir et qui vont venir piquer la population. Pour mettre les populations à l'abri de ces deux pandémies, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en campagne. Sa stratégie, débarrasser habitat et environnement des gîtes lavaires ou nids de moustiques, puis éliminer les moustiques adultes vecteurs de la dengue et du paludisme. Il y a les agents d'hygiène avec les agents de l'Institut d'hygiène qui vont travailler avec les agents de l'Institut d'hygiène. Ils passent de cours en cours pour faire reconnaître aux habitants les gîtes lavaires et pour les aider à les éliminer. Une fois qu'on a fini ces deux étapes, c'est en ce moment-là que le véhicule vient pour faire ce qu'on appelle la pulvérisation aérienne. La phase pratique de cette campagne dite de démoustication a débuté en avril dernier. Après les communes du Plateau et d'Atekoubé, l'étape d'Adjamé se déroule aussi bien que prévu. L'identification et la destruction physique des gîtes lavaires, comme ici avec les pneus, est sans problème. La pulvérisation de l'insecticide, par contre, entraîne quelques désagréments sur lesquels les autorités rassurent. Il faut dire que c'est une fumée qui contient les produits qui tuent les moustiques et c'est une fumée qui n'est pas du tout dangereuse pour la population. C'est juste quelques minutes et ça disparaît.
Mais ça reste dans l'atmosphère et c'est plutôt pour les moustiques que c'est dangereux. L'opération de démoustication menée par l'Institut national d'hygiène publique, prévue pour s'achever en juillet, va s'étendre dans tout le district d'Abidjan. Et justement, cette saison pluvieuse, le gouvernement accentue la sensibilisation pour éviter les drames. Au magazine du dimanche, dans le journal de 13h, Hamza Diaby a reçu M. Amara Sanogo, le directeur général de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Leur entretien a porté sur les dispositions pour optimiser l'assainissement et le drainage. Voyons un extrait. Dès les mois de février de chaque année, nous lançons déjà ce que nous appelons les travaux pré-saison, mais qui concernent les ouvrages primaires que vous venez de citer, l'Indénié, la route du Banco, sur la route de Yopougon, à Bonomé, qu'on a vu un très bel élément qu'on vient de voir, et puis un exutoire vers le Golf Hotel, font l'objet de travaux de curage permanents. Alors à cet effet d'ailleurs, même c'est quelques 200 000 mètres cubes de produits de curage chaque année qu'il faut enlever. Bien sûr, il y a tous les points critiques dans la ville d'Abidjan qui font l'objet de nos traitements. Il y a un nouveau schéma directeur pour la ville d'Abidjan. Vous avez entendu parler de 530 milliards, mais moi j'ai foi que le gouvernement d'arrache-pied est en train de mettre tout en œuvre pour que les Ivoiriens aient un cadre de vie sain, qui est un indicateur de développement. Il va falloir rapidement mobiliser les ressources et sur ce plan, nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Aujourd'hui, les intentions de mobilisation, à peine 2 semaines après, sont à quelques 50%. L'État va réaliser les infrastructures. Mais le citoyen doit changer son comportement, avoir un autre regard, faire en sorte que quand il pleut, on ne court pas les rues pour déverser les déchets dans les caniveaux. Non, les caniveaux ne sont pas faits pour les déchets. Nous vous engageons à respecter les ouvrages, à ne pas construire sur les emprises. On ouvre le chapitre politique de ce 20h avec le RDR qui poursuit la sensibilisation sur l'enrôlement des nouveaux majeurs. À Rubino, dans la région de Lagnébi-Tiassa, les responsables locaux du parti ont effectué leur entrée politique et sonné surtout la mobilisation autour de cette opération qui débute, je rappelle, le mois prochain à Boussanogo. Le rassemblement des Républicains met ses militants en ordre de bataille pour les échéances futures. Une rentrée politique à Rubino dans l'Agnébi-Tiassa pour mobiliser les militants et redynamiser les structures de base du parti dans la région. À l'ordre du jour de cette rentrée politique, l'opération de révision de la liste électorale. À cette occasion, les responsables locaux du parti ont invité les nouveaux majeurs à s'approprier la dite opération d'enrôlement. Nous demandons aux populations de s'unir et d'aller en rang serré pour accompagner les actions du président de la République pour le développement. Nous invitons tous nos militants, en particulier les militants RDR et tout le RHDP également. Nous avons demandé que l'union se fasse ici à Rubino, parce que dans l'union, nous allons gagner. Je m'adresse particulièrement aux femmes pour qu'elles puissent inciter leurs enfants à aller se faire endosser, surtout les nouveaux majeurs, pour que le RHDP soit une réalité à Rubino. Les militants s'engagent à la sensibilisation des nouveaux majeurs. On demande aux enfants de se faire de 18 au plus, de se faire enrôler, parce que c'est eux qui sont maintenant le peuple. Notre objectif, n'est-ce pas, c'est d'enrôler, n'est-ce pas, au niveau de l'Agnébi-Tiassa, 1 million, n'est-ce pas, de nouveaux majeurs. Par ailleurs, les responsables locaux ont exhorté les militants à continuer à faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont prôné l'entente et l'union pour le triomphe du RHDP à Rubino. Autre temps fort de la rencontre, la remise des cartes aux militants et militantes des mains des responsables locaux du RDR. Du côté du PDCI RDA, la jeunesse a mis en place une plateforme dédiée aux mouvements et associations de jeunesse des partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette plateforme est dénommée Réseau des jeunes du PDCI RDA pour 2020 et a pour mission de promouvoir la paix, comme nous l'explique Olivier Iriebi, Alexis Ouetraogo. Faire bloc autour du président Henri Konan Bédié pour les batailles futures. Tel est en substance le message véhiculé par le président de la jeunesse JPDCI urbaine au coordonnateur de la zone nord au cours d'un séminaire de formation à Séguéla. Valentin Kwasi a appelé à l'union autour du président du PDCI, Henri Konan Bédié. La jeunesse du PDCI ne peut que se mettre dans la vision du président Henri Konan Bédié et c'est cette vision que nous faisons appliquée sur le terrain. Dans le cadre de l'alliance RHDP.
Ladji Bakayoko, vice-président du parti septuagénaire, a invité les militants de la zone nord à mieux s'informer sur la vie et les activités du parti et à rester mobilisés. Ce gars-là n'a jamais quitté le PDC. Il y a des hommes, il y a des femmes qui continuent le combat. C'est pour cela que je voudrais vous dire et dire à notre jeunesse que c'est la persévérance qui paye dans toutes choses. Ce séminaire était articulé autour du thème « Quelle stratégie d'animation pour la redynamisation de coordination JPDCI face aux défis électoraux ?» Voilà, reportage réalisé pour vous par Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Je vous conduis à présent à la 5e édition du Festival scolaire des arts et de la culture du Tchologo. 37 troupes sont en finale pour 6 disciplines. Une occasion pour les élèves de démontrer leur savoir-faire au plan culturel. Kades Ogodogo. Le Funbingue, à travers des pas de danse d'initiés, fait ressortir toute la vitalité de la castre des forgerons en pays Sénoufo. Le centre culturel Guillaume Soro de Fekese-Dougou retrouve ainsi toute sa quintessence à travers le Feza-Culte, le festival scolaire des arts et de la culture du Tchologo, la 5e édition du genre. 6 disciplines, poésie, lecture, danse traditionnelle, théâtre, grand journal et danse moderne, autour du thème art et culture, source de civisme et d'engagement de tous pour une école de qualité dans le Tchologo. Si l'on dit souvent que la culture est l'âme d'un peuple, or, un peuple n'a d'avenir que sa jeunesse. Il est donc important que cette frange de la population, les jeunes, puissent s'abreuver au nectar de nos connaissances ancestrales et aux valeurs civiques et morales pour une société plus transformée et plus équitable. Un festival qui bénéficie du soutien du président de l'Assemblée nationale, mais également du maire de Tanda. Cette culture-là, elle ne doit pas s'arrêter. Ce festival-là ne doit pas s'arrêter et doit pousser à faire du Tchologo un creuset d'excellence. Le président de l'Assemblée nationale serait heureux d'introduire un prix spécial portant son nom pour récompenser les meilleurs ou le meilleur des meilleurs. Pour cette 5e édition, les grands vainqueurs sont le groupe scolaire Yeweliba pour le secondaire et le groupe scolaire Zendel pour le primaire. Rendez-vous a été donné pour l'édition 2019. Plus loin, en France, 30 000 pèlerins venus de 56 pays ont participé à Lourdes à la 60e édition du pèlerinage militaire international. Au nom des pays, la Côte d'Ivoire, avec une délégation de 71 personnes. L'occasion a été mise à profit pour formuler des prières de paix et d'amour. Envoyé spécial en France, Grâce Kanto. La délégation ivoirienne venue participer à la 60e édition du pèlerinage militaire à Lourdes en France a quitté le pays avec plusieurs intentions de prière. Des intentions portées à la grotte de Massabielle, lieu où la Vierge Marie est apparue 18 fois à Sainte-Bernadette à 14 ans à l'époque bergère. La délégation ivoirienne a aussi allumé un siège pour confier à la Vierge Marie toutes ses intentions de prière. Nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder auprès de son Fils Jésus-Christ afin que son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, tel qu'il conduit les destinées de notre pays, nous puissions davantage connaître le bonheur pour que dans toutes les contrées de la République de Côte d'Ivoire, du plus petit hameau à la capitale, qu'il y ait la sécurité. Ces intentions-là sont présentées par la préparation spirituelle que nous avons eue depuis la Côte d'Ivoire à travers les rencontres quotidiennes que nous avons eues, la retraite, la messe et ensuite les conseils que nous avons donnés. Après avoir livré ces intentions de prière, l'heure est à l'engagement pour certains pèlerins. Nous allons essayer de relayer ce message à travers d'abord nos comportements, à travers aussi la participation active aux différentes activités religieuses de notre pays, mais aussi porter véritablement dans nos actions de tous les jours, nos actions militaires, nos actions sécuritaires, nous allons essayer d'apporter un plus donc à ce que le général a dit. Nos efforts vont être concentrés sur la sensibilisation de nos éléments
pour qu'ils puissent changer de comportement, pour qu'ils puissent se donner corps et âme dans leur métier qui est de sécuriser la population et que les liens armée-nation soient renforcés à travers ces nouveaux comportements qu'ils vont adopter. À Lourdes, les pèlerins ivoiriens ont aussi vécu le chemin de croix. Ils ont médité sur la passion du Christ à travers les 14 stations qui retracent le chemin parcouru pour le salut de l'humanité. Et toujours en religion, les musulmans poursuivent le jeûne du Ramadan. Ici en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur des imams COSIM et des membres du gouvernement se sont retrouvés hier samedi pour la traditionnelle rupture collective du jeûne initié par le COSIM. Kone Pagasoro. La repentance, le pardon et la crainte des dieux. C'est sous ce signe qu'a été placée la traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. À cette occasion, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, a exhorté l'ensemble de la communauté musulmane au partage, à l'entraide et à l'amour. Il a aussi invité les cadres musulmans, mais aussi les fidèles, à plus de solidarité et de générosité en ce mois de Ramadan, mois de miséricorde et de partage. En instituant cette rupture collective, le Conseil supérieur des imams, au-delà des retombées spirituelles positives, enregistre également des retombées sociales indéniables. Cela rapproche les guides religieux dans un environnement de convivialité particulière, avec possibilité d'échanges utiles et cordiaux. Cela est en soi très positif. Cette rupture collective du jeûne du Ramadan du COSIM a vu la participation de représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, des imams, des guides des autres confessions religieuses, des rois et chefs traditionnels. Elle a également bénéficié du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara, du grand médiateur de la République et des membres du gouvernement. Le président nous a demandé de vous dire, beaucoup a déjà été fait pour la réconciliation entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, pour la cohésion sociale, pour le développement. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il vous demande donc, vénérés guides religieux, de poursuivre vos actes de dévotion et de prière à l'endroit de notre pays afin que les objectifs qu'il s'est fixés, qui se résument dans le bonheur de l'Ivoirien, puissent être atteints. Louanges, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie religieuse. On le connaît avec sa voix chaude, ses cheveux blancs et sa légendaire moustache. C'était l'un des personnages les plus connus de la télévision en France. Pierre Bellemare, journaliste, écrivain, animateur de l'émission Les Enquêtes Impossibles, est décédé hier samedi à l'âge de 88 ans. Cela paraît difficile à croire, mais cela est vrai. Ainsi parlait Pierre Bellemare, qui était avant tout un conteur passionné et célèbre. Je vous propose maintenant le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Olivier Iriebi et Michel Tigri. Le président guinéen Alpha Condé a nommé lundi un nouveau chef du gouvernement. Il s'agit de l'économiste Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Cette désignation fait suite à la démission du Premier ministre Mamadi Youla et de son gouvernement la semaine dernière. Les 9 syndicats représentatifs des fonctionnaires en France ont appelé à la grève et à la manifestation le mardi 22 mai. C'est la 3e journée de mobilisation organisée par les syndicats depuis octobre dernier. Ces derniers reprochent au gouvernement sa mauvaise politique budgétaire qui, selon eux, ne tient pas compte de la mission de service public de plus de 5 millions de fonctionnaires. Faisant l'objet d'accusations de fraude et de corruption, le président de la Fédération ghanéenne de football, Kwesi Nyataki, a été arrêté mercredi à son arrivée à l'aéroport d'Accra par des policiers en civil. Il revenait d'un séjour professionnel au Maroc.
conduit au département des enquêtes criminelles où une plainte a été déposée contre lui par le chef de l'État, Nana Akufo-Addo. Placé en détention puis interrogé par les enquêteurs, Kwesi Nyattaki a été libéré sous caution en attendant la suite de cette affaire. Le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré mercredi, lors d'une session parlementaire sur le budget de la présidence, son intention de contribuer au fonds Nelson Mandela à hauteur de la moitié de son salaire. Ce fonds, qui sera lancé le 10 juillet prochain, vise à financer les œuvres de l'icône anti-apartheid. 50 personnes ont été retrouvées mortes après le naufrage d'une embarcation sur une rivière au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Selon un bilan officiel, 49 corps ont été repêchés jeudi et un autre retrouvé le vendredi matin. Les Irlandais ont approuvé à une majorité écrasante la libéralisation de l'avortement lors d'un référendum historique organisé vendredi dans leur pays à forte tradition catholique. Les électeurs se sont prononcés à 66,4% pour l'abrogation de l'interdiction constitutionnelle de l'avortement lors d'un scrutin où la participation a atteint 64,1%. 36 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce dimanche 27 mai en Colombie en vue des élections présidentielles pour succéder à Juan Manuel Santos au pouvoir depuis 2010. Le scrutin s'est déroulé sous haute surveillance avec plus de 150 000 militaires déployés pour sécuriser 11 000 centres électoraux dans le pays. Fin de ce 20h réalisé par Edouard Kofi Sakra et Sophie Brou. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de nous avoir suivis. Bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent à travers le monde. À 23h, une autre maman, Maïsako, prendra le relais pour un nouveau journal.